soir, 3 invités avec nous pour débattre et décrypter les mouvements de la planète marché. Nous accueillons ce soir Léa Dunant-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Vincent Genzi à nos côtés également, le directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Et Hervé Amourda qui nous accompagne également, économiste chez Pro BTP Finance et membre également du think tank BSI Economics. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci d'être là. Commentaire, j'allais dire obligé, en lien avec l'actualité du jour et cette réescalade de tensions entre la Russie et l'Ukraine. J'ai l'impression quand même que les affaires internationales ressentent déjà le poids de Donald Trump avant même son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Rappelons qu'on a un G20 qui se tient également à Rio avec sans doute un communiqué qui va montrer une très nette diminution du soutien offert par le G20 en l'occurrence à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation de tension et où nous mène-t-elle si on suit en tout cas les promesses et la logique d'un Donald Trump, la paix par la force, avec l'idée que en haut de l'agenda de Donald Trump, il y a la résolution rapide du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Léa. Ça va être une question très difficile à répondre, parce que je pense que ceux qui savent comment quelle sera l'issue sont très forts. Moi, ce que ça m'inspire surtout, c'est que ça accentue encore plus l'instabilité géopolitique de la zone européenne, en fait, pour faire simple, et qui est criante déjà dans beaucoup de statistiques. Ernst & Young a sorti un rapport il y a 2 ou 3 semaines sur notamment la France, qui perd en vitesse de manière très très forte là depuis 2-3 mois sur les investissements à venir des industriels, et on voit bien. Et la raison principale qui a été évoquée, c'est l'instabilité politique qu'on connaissait. Bon, je crois que malheureusement, ce conflit, il accentue encore plus notre instabilité dans la zone Europe, qui fait finalement que la visibilité qu'on va avoir en tant qu'investisseur est réduite à peau de chagrin. La résolution d'un conflit comme celui-là, de manière très rapide, c'est très ambitieux. C'est ambitieux. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, en tout cas de notre côté, par rapport à l'outre-Atlantique, qui font qu'on ne va pas laisser les choses se faire aussi simplement que ça, et c'est probablement ce qui va créer cette instabilité-là pendant plusieurs mois. En tout cas, je ne vois pas une résolution simple, je ne vois pas une résolution rapide, et je vois surtout que ça va accentuer l'incertitude qu'on a déjà en Europe, et certainement pas être un booster d'économie. Ça, j'y crois pas. On pourrait le voir de ce point de vue-là parfois, et je pense qu'en plus les seuls moteurs que cela peut éventuellement amener d'un point de vue strictement boursier sur le secteur de la défense ont déjà été largement joués depuis plusieurs années maintenant, et donc je suis dans une situation, moi en tant que gérante, investisseur, bien sûr, très complexe, parce que si on regarde la zone Europe, ça ne fait que rajouter un élément de plus, une épée de Damoclès, pour rester un tout petit peu écarté des marchés encore. L'idée, c'est que, parce que tout le monde serait d'accord pour résoudre un conflit, l'arrêter, etc. Mais vous dites, pour arriver à la résolution d'un conflit tel que celui déclenché par la Russie en Ukraine, il faudra sans doute passer par des moments comme ceux qu'on connaît peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire des pics de tension supplémentaires qui vont venir se rajouter avant peut-être un compromis et la possibilité de signer un document autour de la table avec toutes les parties prenantes. Et je pense surtout que les conditions d'une résolution du conflit rapide ne sont pas celles qu'attend le président ukrainien aujourd'hui. Donc il va être là le point d'accroche, et à mon avis, c'est ce qui va faire durer justement cette situation-là, parce qu'on sait très bien quelles sont les intentions effectivement du nouveau président américain, et donc je ne crois pas qu'elles soient en ligne avec la vision du président ukrainien à ce stade. Vincent Genzi, si on en reparle, alors on n'est pas dans une émission de géopolitique, je le rappelle à chaque fois, mais si on reparle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que le marché quand même réagit déjà à la situation immédiate d'escalade de tensions nouvelles entre la Russie et l'Ukraine. Oui, je souscris à tout ce qui a été dit, et je rajouterai plus qu'à court terme, on voit bien que pour négocier, il faut être en position de force, et que Poutine profite des derniers mois qui lui restent avant que Trump soit réellement en position, élu, et où il dira pas forcément, il tiendra pas forcément le langage que Poutine attend aujourd'hui, comme lors de son premier mandat. Donc je pense qu'il veut vraiment être en position de force. Et je pense que l'erreur à ne pas commettre, c'est de laisser cette position de force s'installer. Donc je pense qu'effectivement, le fait de continuer à soutenir l'Ukraine autant qu'on le peut reste positif pour la géopolitique européenne, et effectivement, c'est vecteur de tension. Après, si on doit se projeter un petit peu plus loin, imaginez que Trump arrive à faire un cessez-le-feu et qu'on fige un peu les positions. Il faut bien voir que l'objectif de Poutine, c'est pas l'Ukraine. C'est de développer son régime, développer
dictature entre guillemets, et continuer à fragiliser l'Europe pour indirectement fragiliser les États-Unis. Rappelez-vous je ne sais pas si vous avez connu cette période, mais à un moment en Allemagne, il y avait les manifestations contre les missiles SS-20 que les Américains voulaient déployer en Allemagne. Donc il y avait un parti pro-paix en Allemagne qui était totalement inféodé à la Russie. Bon, la guerre, enfin l'affrontement ou la tension géopolitique ne va pas s'arrêter avec cette guerre. Et donc le langage de la force aujourd'hui de Trump, c'est à mettre exactement dans le même registre que celui qu'avaient eu les présidents américains au moment de la guerre du Vietnam ou Reagan en 80 et avec un peu moins de succès et moins d'opportunisme, enfin, ou moins de réalisme politique lors de la guerre d'Irak, Monsieur Bush. Bush, oui, voilà. oui, faire. Et bon, oui. donc, je ne suis pas certain qu'il y ait une volonté d'isolationnisme aux États-Unis. Je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que les Européens payent plus pour leur défense. Mais je pense que les Américains, notamment les think tanks et toutes les instances qui sont derrière Trump, sont bien conscients quand même que l'Europe est le meilleur allié des États-Unis. D'accord. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que bien malin est celui qui est capable de dire aujourd'hui quelle va être l'issue de tout ça. Je ne sais pas ce que ça vous inspire comme réflexion sur le plan macroéconomique, en l'occurrence, Hervé, si on projette et qu'on arrive à imaginer un cessez-le-feu ou l'idée d'un conflit qui s'arrêterait entre la Russie et l'Ukraine, de quelle manière, je ne sais pas, mais ça fait partie des objectifs de Trump et il faut le prendre au sérieux sans doute à minima là-dessus. Qu'est-ce que ça implique pour la conjoncture, l'économie? Est-ce que ça ramène pas une dynamique économique différente pour l'Europe ou est-ce que c'est plus marginal que ça? Alors, d'abord, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et je ne crois pas que le Trump 2.0 soit véritablement philanthrope par rapport au Trump 1.0. Je pense qu'aujourd'hui, si Trump veut arrêter cette guerre, c'est parce qu'elle coûte cher, c'est parce qu'il y a une aide à l'Ukraine qui est compliquée à expliquer aux voteurs américains, que le Congrès en entier, dans sa bipartisanité la plus totale, s'oppose à cette aide à l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il veut arrêter, véritablement, avant même le conflit. Je pense que l'arrêt du conflit, il passera véritablement par une action, par une négociation de l'Union européenne. Et là où c'est positif, mais on comprend aussi l'agenda électoral que l'on voit en Allemagne, c'est le fameux coup de fil entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment le sens du premier pas vers une négociation et vers une issue du conflit. Qu'est-ce que ça peut faire macroéconomiquement? Bien, voyons les impacts déjà macroéconomiques de cette guerre. Il y a eu cette flambée des prix. Alors aujourd'hui, effectivement, l'inflation est derrière nous, mais les prix restent élevés, notamment dans la métallurgie, notamment dans l'automobile. Beaucoup d'industries fortes dans lesquelles l'Allemagne a beaucoup de champions industriels, souffrent encore des niveaux de prix. Donc ce que ça pourrait apporter, c'est finalement une relaxe dans ce niveau des prix. Est-ce qu'il y a grand-chose à attendre à ce niveau-là? Je ne suis pas certain, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un accord entre la Russie et l'Ukraine qu'il va y avoir une nouvelle ouverture entre les échanges internationaux, parce que c'est véritablement ça qui nous peine, entre l'Union européenne et la Russie. Donc c'est ça, à mon avis, qui peut-être parfois est mal compris ou mal anticipé. C'est que ce qui nous embête, c'est finalement, c'est triste à dire, économiquement, c'est pas tellement la guerre, c'est vraiment l'absence de relations commerciales. Il y a quand même un risque, je dirais, sous-jacent, et on a parlé tout à l'heure des possibles pics, des tensions, hein, quand on arrive justement avant d'arriver à la négociation, eh bien, il y a toujours un peu ce jeu de montrer les muscles pour arriver le plus fort possible à cette table. Le risque, c'est qu'on a encore un approvisionnement qui vient de Russie sur le gaz naturel. Le gaz naturel liquéfié, non liquéfié, ça passe par la Turquie, ça passe par l'Azerbaïdjan. Et ce reliquat, quelque part, d'énergie, il reste important pour faire tourner l'économie allemande, principalement. L'économie allemande qui ne va pas nécessairement très bien. On a mis un voile pudique sur ce genre de sujet, on peut le dire, Hervé? Totalement, totalement, oui. Côté Union européenne, en tout cas, ça a été le cas. On a aussi des contrats... Parce que l'enjeu est trop fort. L'enjeu est trop fort et parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de diversifier nos sources d'énergie en un claquement de doigts.
Pour la France et pour l'Autriche, c'est pas tellement des diversions, c'est plutôt des contrats à long terme qui sont pas renégociables. Et donc on continue finalement d'être approvisionné en gaz russe. Voilà. Et tout ça, ça reste encore assez majeur. Donc il n'y aura pas de changement du jour au lendemain. Ah oui, ça restera un État, même en cas de cessez-le-feu et d'arrêt du conflit. On ne reviendra pas à l'état antérieur du point de vue des prix, des coûts, de ce que vous avez pu citer, Hervé. Ça pose la question aussi de l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que derrière la Russie, il y a quand même aussi la Chine. L'Europe se retrouve aujourd'hui un peu pris en tenaille avec une Amérique trumpiste qui va lui demander forcément de faire des choix de plus en plus radicaux, durs peut-être vis-à-vis des politiques chinoises ou autres. L'information du FT du jour, c'est de nous dire que l'Europe, selon des officiels européens, est en train d'essayer de négocier une position commerciale avec la Chine qui passerait par l'obligation pour la Chine de transférer certaines technologies pour éviter la mise en place de tarifs en Europe. Non mais, et des technologies évidemment clés en matière de transition énergétique, d'énergie renouvelable, etc. Ouais. Est-ce à dire que ces technologies-là, on les a plus aujourd'hui en Europe et que ce sont les Chinois qui les ont, Léa ? Je trouve déjà très navrant de se retrouver face au mur pour faire enfin ce constat, parce qu'on en est là. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Tout s'accélère. Trump est un accélérateur de l'histoire. Trump est un accélérateur, mais peut-être même c'est une simple prise de conscience. Moi, je suis allée aux États-Unis il y a 2 semaines et j'ai constaté 2 choses. La première, alors j'étais à Washington en plus juste avant les élections, donc peut-être même un peu plus de 3 semaines maintenant. Et en réalité, sur 2 thématiques fortes qui avaient été mises en exergue d'ailleurs par le rapport Draghi, sur l'intelligence artificielle, la technologie de manière générale et sur les énergies nouvelles, pas seulement renouvelables, nouveaux modes aussi de transport. Ils sont extrêmement en avance et pragmatiques, les Américains. On pense que les Américains sont très loin, je vais revenir sur la Chine après pour faire le parallèle, alors même, et qu'ils sont peut-être même opposés à tous ces changements finalement assez fondamentaux de la société. Or, vous roulez à Washington pour 50% des véhicules à l'électrique ou à l'hybride, il n'y a plus un bruit dans la rue, les parts de marché dans les ventes de véhicules électriques aux États-Unis sont bien plus élevées que celles qu'on observe en Europe. Donc en fait, on a montré du doigt les Américains en disant de toute façon ça les intéresse pas, ces nouvelles technologies-là ne les intéressent pas et de toute façon ils n'iront pas, et encore plus sous l'ère Trump. C'est faux, ils sont déjà bien avancés et on pourra en rediscuter. Et effectivement, de l'autre côté, il y avait la Chine qui a bien avancé. Je vous rappelle que les transferts de technologie, il y a 20 ans, c'était dans l'autre sens. Ah bah évidemment. Et c'est allé beaucoup plus vite finalement. Évidemment. On s'est fait dépasser par une politique finalement où on s'est laissé quand même imposer un bras de fer dans les négociations industrielles il y a une vingtaine d'années, où lorsqu'on allait en Chine pour profiter d'une main-d'œuvre moins chère, pour s'exposer à de nouveaux marchés, eh bien, on faisait des JV avec des entreprises locales. Et effectivement, ce petit bonhomme de chemin, il a fait quand même que la Chine n'est plus juste le grenier des ouvriers du monde. C'est pas vrai. Bien sûr. Ils ont beaucoup de choses. Et donc, effectivement, sur cet aspect purement énergie renouvelable, ils sont à la fois sur la chaîne de valeur de l'approvisionnement des métaux, qui ne sont pas des métaux rares, qui ne sont pas des métaux critiques, mais qui sont en abondance. Oui, mal nommés rares. Oui. Voilà, exactement. Et c'est important de le dire, parce qu'on pense qu'il n'y a que là-bas qu'on peut en trouver, pas du tout, il y en a partout. Et d'ailleurs, les États-Unis ont bien montré leur capacité à en avoir eux aussi. Reste à savoir qui politiquement veut assumer l'idée d'exploiter des métaux critiques dans des sols comme les sols français ou ailleurs. Évidemment. Et donc du coup, effectivement, côté Asie, il y a toute cette chaîne de valeur et puis évidemment les productions de panneaux solaires, etc. Ils sont très avancés. Et donc on reste dépendant, pour une partie en tout cas de notre énergie fossile, de la Russie, comme le disait Hervé, et on est de plus en plus dépendant des technologies chinoises pour accélérer sur la composante renouvelable qui nous permet d'atteindre un degré d'indépendance et de souveraineté énergétique qui est un objectif pour l'Europe aujourd'hui. Oui, et je conclurai évidemment sur un point essentiel. La politique de Trump en plus est en train de fermer d'un point de vue barrière douanière toutes ces technologies-là aux États-Unis. Donc le seul moyen pour la Chine de les écouler, ça va être l'Europe, d'une part, qui est en plus pas très en avance. Et si on regarde d'un strict point de vue boursier, il y a quand même un phénomène intéressant, c'est qu'il y a eu un sell-off massif, toutes zones géographiques confondues, de ces technologies, de ce thème-là, y compris, et c'est là où ça va être intéressant pour les investisseurs, à mon avis, de regarder un peu plus dans le détail, y compris typiquement le producteur de panneaux solaires, le leader aux États-Unis, qui produit aux États-Unis avec des matériaux aux États-Unis, il a baissé autant que tous les autres. Donc il va y avoir une différenciation. Mais néanmoins, là, la situation, elle est complexe parce que les Chinois, ils n'ont plus que l'Europe pour déverser leurs produits, en tout cas dans les conditions qu'ils souhaitent. Ouais. Bon.
sur la situation européenne, notamment vis-à-vis de la Chine. Enfin, on sent quand même que la relation Europe-Chine va être quelque chose de clé, effectivement, dans le monde de Trump demain. Pour nous, en tout cas, Vincent. Par voie de conséquence, oui, Ouais. comme vous le disiez. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les principaux négociateurs sont toujours plutôt côté allemand, et que c'est quand même le mercantilisme allemand qui est à l'origine de ces transferts de technologie. Alors, des boîtes françaises l'ont fait aussi, mais l'Allemagne, voulant vendre ses biens d'équipement en Chine, était obligée de passer, s'est sentie obligée de passer sous les fourches caudines chinoises, et ça continue. Donc, c'est vraiment pas très rassurant sur la capacité de l'Europe à trouver une direction, à donner un sens à sa politique et à savoir ensuite la vendre à ses électeurs, dont nous parlions tout à l'heure. Une fois qu'on a dit ça, bon, parlons quand même un peu des marchés. Enfin, les marchés ont bien intégré tout ça. Enfin, en partie, en tout cas, quand on regarde l'écart de performance, l'écart de valorisation entre les actifs américains et les actifs européens à l'issue quasi de cette année 2024, on est sur des écarts parfois historiques selon certaines mesures, Vincent. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation et comment vous regardez les coûts-bénéfices de la politique Trump alors pour les marchés américains, puisqu'il faut peut-être les regarder à part, et pour le reste du monde? Pour l'instant, c'est assez binaire. Je pense que le momentum ne devrait pas s'inverser, en tout cas jusqu'à la mise en place de l'administration Trump. Donc je pense que l'exceptionnalisme américain prévaut toujours et que ça devrait valoir une surperformance des actifs américains. Est-ce que, pour autant, ils peuvent progresser beaucoup plus maintenant à court terme? Là, c'est plus compliqué, parce qu'on savait qu'on est sur des niveaux de valorisation très élevés, même si on n'est pas encore dans une bulle complète. Il y a quand même des poches dans le marché qui sont excessivement chères. Donc, je n'irai pas forcément acheter des actions américaines aujourd'hui, mais je pense qu'il faut garder une surpondération sur les États-Unis. Sur l'Europe, c'est plutôt l'inverse. Je n'ai pas forcément envie de vendre les actions européennes globalement, parce qu'on a déjà pris beaucoup de coups dans la figure. De négativité, oui. De négativité. Par contre, je crois qu'il y a encore de la place pour faire des arbitrages, parce qu'il y a quand même des secteurs qui sont beaucoup plus domestiques, qui seront beaucoup moins inquiétés par à la fois la géopolitique internationale et la guerre commerciale, qui devraient continuer peut-être à attirer encore un petit peu les quelques investisseurs qui voudront acheter en Europe. Ouais. C'est quoi des secteurs plus domestiques, des utilities, peut-être des télécoms, voilà. Le rendement. Peut-être des financières un petit peu, ça dépend de l'évolution des taux. Non, mais des valeurs domestiques, il y en a dans tous les secteurs. Bien sûr. Donc, on commence à voir un petit peu ces choses se mettre en place. Mais ça va rester très compliqué quand même. Ouais. Et puis surtout, c'est bien beau d'avoir des valeurs qui résistent. Si on veut se comparer après avec l'évolution d'un MSCI World, c'est quand même compliqué avec des actions européennes. Donc, oui. C'est quoi, 2/3 d'États-Unis dans le MSCI World aujourd'hui? Donc, nous, on continue d'augmenter chaque fois qu'on peut. Mais déjà, le message, arrêtez de vendre des actions européennes. Enfin, c'est déjà un premier pas. Difficile de vendre du LVMH aujourd'hui. Non, effectivement. Mais bon, pour l'instant, l'Europe passe vraiment puis, sur les radars. Il y a aussi dans la cote européenne des valeurs qui vont quand même bénéficier peut-être du surcroît de croissance espéré aux États-Unis. Et de la tech aussi. Donc, je ne parle pas de la tech européenne, mais regarde une valeur comme Air Liquide, elle est quand même très, très dépendante du secteur de la tech. Donc, elle n'est pas au plus haut et il y a toujours des occasions d'achat sur ce genre de belles grandes valeurs. Ouais. Ici, l'or, bon, c'est pas bradé, mais voilà un très beau contre-exemple dans un secteur qui ne s'est pas si bien comporté que ça, la santé, d'une valeur qui, parce qu'il y a un peu d'avancée technologique, attire les investisseurs. Donc, une très grande sélectivité dans un monde qui va nous amener beaucoup de volatilité, malheureusement. Sur l'exceptionnalisme américain, comment vous regardez effectivement ce que Trump peut apporter à cette situation? Est-ce qu'il va amplifier encore toujours plus l'exceptionnalisme américain? Est-ce qu'à un moment, Trump peut être, alors le fossoyeur, c'est un grand mot, mais est-ce qu'il peut quand même aussi, j'allais dire, saper une partie de cet exceptionnalisme américain? Quand vous faites le programme de Trump, la capacité et les marges de manœuvre politique qu'il a à implémenter rapidement son programme, qu'est-ce que ça peut donner et quelle séquence est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, Hervé?
Alors c'est évidemment compliqué. Oui. C'est une question pas facile. Mais globalement, si on regarde le programme, ce qui est intéressant, et moi j'aime beaucoup comparer ce Trump de cette année avec celui de 2016, le programme de 2016 était très ambitieux. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup en termes de cycle économique dans son programme de 2016, c'était le plan d'investissement de 1 000 milliards de dollars. Bon, depuis, on a eu le Covid et ces ordres de grandeur paraissent ridicules. Mais à l'époque, 1 000 milliards de dollars, c'était quelque chose de gigantesque. Il n'a jamais vu le jour, ce programme. Il a essayé et il s'est retrouvé confronté finalement au fait que les États ne pouvaient pas financer ce type de plan d'investissement de grande envergure et que l'État fédéral n'avait pas les moyens tout simplement de mettre 1 000 milliards sur la table. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de plan d'investissement. Le budget est effectivement déficitaire, il va l'être sur plusieurs années, et selon les estimations, on peut aller jusqu'à 7 000 milliards sur 10 ans, pour les estimations les plus citées aujourd'hui. Donc c'est effectivement dépensier, quelque part, mais simplement parce qu'on a des baisses d'impôts. Ouais. Et on a un prolongement du TCJA de 2017, qui d'ailleurs, et on savait dès son implémentation que la dette limite de 2025 ne tiendrait pas, puisque ça représentait un mur de la dette qui était impossible, quel que soit le gouvernement et quel que soit le président à cette époque-là. Et donc aujourd'hui, comme on n'a pas de programme dépensier, on ne va pas avoir ce fameux multiplicateur keynésien qu'on aime retrouver dans des plans d'investissement et dans des plans de relance. Là, l'effet des baisses d'impôts telles qu'elles sont conçues, la prolongation et les baisses d'impôts supplémentaires conçues par l'équipe Trump, vous dites l'effet ne sera que marginal sur la croissance américaine. Alors, parce qu'on part d'un point de départ où la croissance américaine est très forte. Ouais. Le consommateur américain, aujourd'hui, n'a pas de problème de revenus. Les salaires sont très élevés, les salaires réels progresse à une vitesse encore plus importante. Le marché de l'emploi est extrêmement tendu. Alors effectivement, on s'est un petit peu fait peur cet été avec le rapport du mois de juillet, et puis là on a un peu moins de lisibilité avec tous les ouragans. Mais globalement, le taux de chômage reste relativement faible. Et d'ailleurs, la faible progression du taux de chômage peut être imputée finalement à l'immigration que l'on a eue et qui a été abondante ces dernières années. Et là, vraisemblablement, on se dirige vers moins d'immigration. Donc a priori, quelque part, on est vraiment sur une économie extrêmement solide. Et quand on a une économie très solide, c'est dur de la stimuler. Et en tout cas, c'est moins possible et faisable avec des baisses d'impôts qui, pour la majorité, rappelons-le, sont une extension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet même de delta positif à ce niveau-là. C'est pas une nouveauté. Ouais. C'est ça. Oui, et donc, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Trump, s'il doit lâcher quelque chose à un moment, c'est peut-être cette question des baisses d'impôts non financées ou mal financées, qui est quelque chose sur lequel Trump n'aurait peut-être pas d'intérêt économique à insister beaucoup. Alors, je ne suis pas certain que l'extension déjà du TCJA puisse être acceptée par l'ensemble des républicains. Les républicains qui historiquement sont quand même assez près de la rigueur budgétaire, alors on l'a vu à chaque fois qu'ils ont le pouvoir, c'est un peu moins vrai, mais là on parle vraiment de montants astronomiques et on n'a rien en face. Il y aura des réactions, vous imaginez, dans le camp républicain. Tout le GOP, tout le parti républicain n'est pas MAGA aujourd'hui. Alors non, et en l'occurrence, le chef de file des Républicains au Sénat, lui, historiquement, même si dans ses dernières déclarations, il met beaucoup d'eau dans son vin et il semble beaucoup plus constructif, mais c'est aussi le poste qui le veut, historiquement, c'est quelqu'un qui était vraiment anti-Trump et qui ne partage pas du tout la même ligne que Donald Trump. Ce qui va néanmoins dans son sens et je dirais ce sur quoi il ne faut pas, entre guillemets, aller trop vite, c'est le fait que la majorité républicaine, elle est là en nombre. Elle est aussi là qualitativement, parce que contrairement à 2016, où finalement Trump c'était un ovni, les républicains eux-mêmes n'y croyaient pas lors de la primaire, et puis même ensuite lors de l'élection, personne n'y croyait. Aujourd'hui, Donald Trump, il est en campagne, il l'a fait pendant tout le mandat de Joe Biden. Il n'est pas sorti de la vie politique. Et tous les républicains qui ont été élus, ils ont été élus avec le spectre ou la perspective d'avoir Donald Trump en candidat et d'avoir Donald Trump président. Donc aujourd'hui, on a vraiment des sénateurs américains républicains qui sont beaucoup plus proches de la ligne de Donald Trump que d'une ligne plus mainstream, entre guillemets, que l'on pouvait avoir. Et ça peut jouer en sa faveur. Il y a quelques mesures sur lesquelles ça va être un peu plus compliqué, et notamment sur le budget. J'ai peur que tout ne passe pas dans son entièreté. Ouais. Alors, il y a
le frein politique, l'encadrement politique, avec effectivement des voix au sein du parti républicain. Alors même si beaucoup ont basculé MAGA, il y a, comme vous l'avez signalé, des voix qui sont encore des conservateurs budgétaires plutôt traditionnels. Est-ce que le marché peut être aussi une limite, et une limite, j'allais dire, qui se fasse entendre rapidement face au programme Trump et à la doctrine économique d'un Donald Trump aujourd'hui? Mais avant le marché, il y aura d'autres acteurs. Il y a les lobbies américains, il y a les entreprises américaines. Ouais. Et bon, il y a un certain nombre de grands patrons d'entreprises américaines qui ont soutenu Donald Trump. Et je pense qu'eux aussi n'ont pas intérêt à ce que tout parte, tout explose. Donc, j'en arrive au marché. Le meilleur, la meilleure vigile, c'est le marché obligataire. Ouais. Hein, si on a une hausse du déficit budgétaire qui passe de 6 à 8% du PIB, ça va se ressentir quand même un petit peu au niveau des taux. Comme on est déjà sur une économie qui est en tension, c'est quand même quelque chose à surveiller de près. Donc je pense que le futur directeur du Trésor américain fera quand même assez attention à ça, et que c'est sans doute ça qui va insuffler du pragmatisme dans la mise en œuvre du programme. Moi, je ne crois pas du tout à la mise en œuvre ni de l'intégralité du programme, ni d'une grande rapidité. Tu disais tout à l'heure qu'il avait 2 ans, mais je pense qu'ils vont gérer des priorités. Parce que ce programme, c'était avant tout un programme pour gagner les élections. Après, on gère le pays, et je pense que les Républicains n'ont pas envie de laisser le pays dans un état déplorable. Non, mais ça veut dire que Trump, parce que je me souviens du Trump de 2016, comme tout le monde, comme Hervé le rappelait, un des indicateurs préférés de Trump pour valider évidemment son succès permanent, c'était le Dow Jones. Mais bien sûr. Non mais, je veux dire, c'est toujours le cas. Donc, il y a quand même un moment, il faudra qu'ils choisissent entre est-ce que je mets 20% de tarifs pour le reste du monde et 60% pour la Chine, est-ce que je continue de faire des baisses d'impôts toujours plus agressives, ou en tout cas est-ce que je les prolonge, est-ce que je renverse les flux migratoires qui ont quand même considérablement permis d'assouplir l'offre de travail, etc. Ou est-ce que je choisis le Dow Jones, quoi? Et si je choisis le Dow Jones, je suis pas sûr de pouvoir tout faire. Je fais un parallèle. Regarde Meloni en Italie. Oui. Elle a quand même régularisé combien de papiers. C'est-à-dire que Trump, il n'est pas contre l'immigration, il est pour une immigration qui est légale, qui est positive et qui est assimilée. C'est ça que veulent aussi les Américains. Donc, le pragmatisme et le Dow Jones, il va venir là. Quand on parlait de la baisse ou de la pérennisation du taux de l'IS, par exemple, les entreprises vont se battre pour ça. Il n'y aura sans doute aucun impact économique en termes de levier, mais en termes de résultats, ça va nous laisser une situation positive. Alors que si on avait une hausse de l'IS, c'était plutôt négatif pour les résultats par action des entreprises. Donc, le dernier point que je voulais évoquer, c'est que on connaît les grandes lignes du programme et les gros chiffres du programme. Encore une fois, à quelle vitesse il va être mis en œuvre, dans quelle priorité on va s'inscrire, on n'en sait rien. Et surtout, quelles vont être les conséquences. On dit réduire l'immigration, ça va être inflationniste. C'est une hypothèse d'économiste, exact. Mais la réalité, personne ne la connaît. Donc, il y a ça aussi qui fait qu'avant de prendre une décision, on se dit oui, jusqu'où on peut aller. Donc le pragmatisme, moi j'y crois. Déjà lors du premier mandat, il a fait preuve de pragmatisme. Les droits de douane, ils ont été négociés avec tous les pays. Oui, et des exceptions pour ceux qui choisissaient de venir négocier à Mar-a-Lago ou ailleurs. Il est si inflationniste que ça, Trump, ou pas, Hervé ? Quand on fait un peu les maths du programme, tarifs commerciaux, renversement des flux migratoires, j'ai été même surpris des estimations avancées par certains économistes qui disent, même s'il fait tout, allez, on pourrait voir quoi, le CPI américain repartir à, moi je m'attendais à 5, 6, 7%, 3,5% peut-être. C'est ça, Trump inflationniste ? Oui, mais c'est le problème des jeux de comparaison. C'est qu'on vient de vivre un épisode inflationniste absolument incroyable. Et à côté de ça, aujourd'hui, effectivement, rajouter un point d'inflation, partant des prix d'aujourd'hui, extrêmement faible. Là où ça l'est moins, c'est que ça risque finalement de pénaliser la compétitivité des entreprises américaines. Et cette hausse de l'inflation-là, elle peut, entre guillemets, faire mal. Alors que la hausse de l'inflation que l'on a connue, c'est une hausse des prix énergétiques qui n'était pas véritablement américain, alors même si les États-Unis en produisent, mais globalement, c'est des prix mondiaux qui avaient progressé. Donc, c'est des chocs exogènes. Cette fois-ci, c'est vraiment des prix domestiques qui vont augmenter. Et ça, c'est beaucoup plus durable et c'est beaucoup plus difficile à combattre. Et cette fois-ci, la Fed va se retrouver dans une sorte d'impasse, puisqu'elle va devoir combattre à la fois cet effet inflationniste
essayer d'arriver au taux neutre pour éviter un atterrissage trop brutal de l'économie américaine si jamais tout était mis en place. Et là, ça va être un petit peu difficile. Ouais. Elle n'aura pas les marges de manœuvre pour le faire aussi vite, voire pour le faire comme elle l'imaginait ou comme elle l'imagine encore aujourd'hui. Alors, moi j'aurais tendance à découper la question en deux, c'est-à-dire aussi vite, non. Pour le faire, je pense qu'elle a encore le temps de pouvoir le faire et que son objectif de taux terminal, lui, il reste valable. C'est juste qu'on va mettre un peu plus de temps pour y arriver. Ouais. On verra la mise à jour des projections de la Fed à l'occasion de la réunion de décembre. Pour la Banque Centrale Européenne, Hervé, qu'est-ce que ça implique? Là aussi, je vois un consensus de plus en plus homogène sur l'idée que si la Fed pourrait aller plus lentement, en revanche, pour la BCE, il serait de bon ton de l'avoir accéléré, ou en tout cas ne pas sortir déjà de la ligne directrice d'une baisse de taux à chaque meeting, quoi. Alors, effectivement, et le discours de la BCE change aussi, le discours des membres de la BCE change aussi. Il y a ce fameux discours qui a été cité par nombre d'économistes et d'observateurs de Cipollone. Bien sûr. Qui dit justement... Membre italien du directoire, je rappelle qui c'est. Il a pris la place de Fabio Panetta qui est allé gouverner la Banque d'Italie. Et donc, Piero Cipollone est le membre italien du directoire. Donc, une force qui compte. Oui, absolument. Et lui, si on suit un petit peu son discours sur la productivité, sur les prix, sur les salaires, il plaide pour que justement il y ait davantage de baisse de taux, parce que peut-être que ce niveau élevé de taux qui a perduré aurait fait baisser la croissance potentielle, et donc on se retrouve sur des niveaux d'équilibre qui sont un peu plus bas. Bon. Le fait que, alors je ne suis pas sûr d'adhérer totalement à ce discours-là, mais le fait que ce discours existe, qu'il émane du board de la BCE, à ce stade-là, aujourd'hui, je pense c'est un débat qui s'ouvre quand même. C'est un débat qui s'ouvre et donc on est obligé d'y prêter attention. Et pour le coup, je pense que le discours que l'on avait jusqu'à présent, c'était de dire on doit être prudent et on doit avancer lentement quand on s'approche du taux neutre. Oui. Avec ce nouveau discours, on se rend compte qu'il y a une autre stratégie possible, il y a une autre possibilité, et donc ça devient non plus asymétrique comme ça l'était avant, mais on remet un peu plus de symétrie sur les taux. Je pense que le taux neutre, on n'en est vraiment pas loin. En Europe, selon nous, 3 baisses de taux encore, donc autour de 2,5. D'accord, ok. Le marché, lui, voit plus bas, oui, a priori. Oui. Sauf que plus bas, moi, ça m'embête, parce que ça veut dire qu'on a un taux neutre réel négatif. Alors bon, je ne suis pas particulièrement optimiste et sur la zone euro, je comprends bien qu'il y a des problèmes fondamentaux, structurels, de productivité, de démographie, mais un taux neutre négatif, ça veut dire qu'on est quasiment comme le Japon en termes de création de richesse, de valeur, etc. Le taux de dépôt à 1,5, ça signalerait effectivement qu'on n'ait pas qu'on ait un taux neutre réel négatif, ou quasi négatif. À moins 0,5 si on prend l'objectif de 2%. Voilà. Ça soulève la question de la vitesse de transmission de la politique monétaire dans le cas où on baisse les taux par rapport à la vitesse de transmission quand on les a montés, Hervé. C'est ça. Et c'est vraiment très très important, puisque aujourd'hui, les taux élevés ont favorisé 2 agents, les banques, via la marge nette d'intérêt, donc une forme de profitabilité, ceteris paribus. On peut dire que la profitabilité des banques, du fait de l'action de la BCE, a augmenté dans la hausse de taux, ce qui n'est pas forcément très intuitif. On a du mal à imaginer des acteurs qui bénéficient de ça. Et puis les épargnants. Les épargnants, et là on l'a vu plus massivement, on voit un taux d'épargne qui augmente en zone euro. Pas nécessairement parce que c'est un principe de précaution ou parce qu'il y a des inquiétudes ou des incertitudes. Parce que les revenus de l'épargne sont bons. Exactement. Et c'est vraiment très corrélé pour le coup. Ça rémunère plus et donc les ménages épargnent davantage. Ça a des mauvaises conséquences économiquement parce que cette épargne financière, elle ne sert pas à la consommation. Quand on a une hausse du revenu, on a un choix qui s'offre à nous. Soit on consomme davantage, soit on place sur les marchés financiers, soit on l'épargne, sur un compte courant, etc. Quand c'est une épargne financière et qu'on a des gains financiers dessus, ils sont automatiquement recapitalisés et réinvestis. Et donc on n'a pas ce temps finalement du choix, et c'est ce qui fait que le multiplicateur sur cette épargne-là est très faible en termes de consommation. Léa, ce que ça vous inspire, puis je voulais bien revenir sur dans la série Trump et les transitions énergétiques, climatiques. Non, parce que vous laissiez entendre tout à l'heure que Trump serait pas forcément si négatif que ça pour
la méga tendance quand même de la transition énergétique et climatique. Je vais faire le parallèle avec Trump. Je rebondis sur l'Europe quand même avec quelques éléments, à mon avis, importants. Je pense à l'épargne. Ce que vous avez dit est intéressant parce qu'elle n'est pas dépensée, cette épargne, mais elle n'est pas dépensée parce que le climat social est compliqué en Europe. On voit la démultiplication des plans sociaux qui est forte. Donc je pense qu'il va falloir aussi remettre dans ce contexte-là la prudence, à mon avis, des épargnants européens. Elle vient en grande partie de cela. Et le parallèle avec ce fameux taux réel négatif et la situation japonaise, il a été fait à de nombreuses reprises, juste avant l'été. C'est vrai que l'Europe a beaucoup de signaux sur l'immobilier aussi, sur l'industrie, la démographie évidemment, très proche de la situation japonaise des années 90. Et ça, je pense que ça va être extrêmement compliqué pour la BCE de naviguer dans cet environnement de découplage total avec les États-Unis. Donc le parallèle avec les États-Unis et Trump et l'IRA, bon, d'abord sous l'ère Trump, le green investment de manière générale n'a jamais été aussi florissant. C'est vrai. Et ça, il faut le rappeler. Ouais. Comme ça, moi, ça me donne un peu d'espoir aussi. Et à tous ceux qui nous regardent et qui sont intéressés par ces thèmes, oui, le S&P Clean Energy 2018-2020 avait fait plus de 300%. Et même avant première présidence de Trump. Et Exxon quittait le Dow Jones à la fin du mandat de Trump parce qu'il fallait faire tourner que le Exxon n'était plus visiblement la capitalisation qui permettait de l'espoir et on ne se raccroche plus qu'à ça. Non. Ouais. En réalité, c'est un plan qui a déjà maintenant quasiment 2 ans d'historique, avec effectivement des financements qui ont déjà été lancés au niveau privé, donc avec difficulté de rétropédalage. La transition, elle se fait avec ou sans Trump? Oui, je pense que ça, il n'y a pas de débat, parce qu'en fait, c'est au niveau des Républicains. Si on regarde la répartition du budget de l'IRA, justement, il y a quasiment les 3/4 qui sont... dans des États républicains. Exactement, et ils ne vont pas se dédire. Ah non. Il y a très peu de chances. Et puis finalement, c'est une approche toujours très compétitivité. Si on regarde ça au-delà de l'image que veut véhiculer Trump, extrêmement négatif, il a nommé quand même une des personnalités qui est le pionnier des opposants à l'ESG, l'extra-financier, mais en réalité, c'est complètement partie prenante de leur économie. C'est juste qu'ils ne veulent pas en faire une image de marque. D'accord. Et donc les gens qu'il a nommés, là, alors que ce soit l'un à la santé, l'autre pour l'administration environnementale, etc., c'est quoi? C'est des symboles. C'est juste, j'envoie un signal, mais vous dites, c'est pas une équipe... C'est pas une équipe politique qui va... Qui s'y opposait, en tout cas, aux headlines des journaux qu'on a vus. L'exemple de la santé est très bon. C'est-à-dire qu'on a tout de suite positionné cette nomination comme opposant au vaccin. Dans la foulée, l'intégralité du secteur de la santé et des grandes pharma qui font des vaccins... le marché réagit sur les éléments qu'il a, oui. Et effectivement, quand on regarde un peu plus entre les lignes, c'était l'anti-vax Covid. C'est pas un anti-vax de tout. Générique. Donc, et c'est là où les arbitrages, et je vous rejoins, vont être importants. Il va falloir aller faire de la sélection là-dedans parce que tout a été embarqué sans distinction. Et donc, pour la partie, effectivement, transition énergétique aux États-Unis, ils n'ont pas le choix, ils le font, ils vont le faire, ils vont continuer. Et il y a des choses intéressantes à faire. l'État. Oui, les entreprises. Mais c'est les GAFAM qui vont faire la transition, de toute façon. Bon, comment on navigue là dans cette période? Alors, je ne sais pas, d'ici la fin de l'année, vous disiez, Vincent, il ne faut pas se mettre face au vent porteur. Enfin, en tout cas, faut garder les positions sur les marchés américains. C'est quoi le coup d'après? Enfin, comment on réfléchit au début de 2025? Est-ce que l'idée notamment que les écarts, la fracturation même entre les actifs US et le reste du monde, est-ce que ces écarts peuvent quand même à un moment se résorber? Est-ce que Moi, je suis assez ambitieux sur les actions européennes à horizon 6-9 mois. Donc c'est bien. C'est un peu optimiste. Donc 25 l'année des actions européennes. Je pense que Trump va quand même essayer d'arracher un espèce d'armistice dont les conséquences ne seront pas forcément si positives que ça à long terme, mais ce sera salué en bourse. Ouais. Il y a quand même une sacrée prime de risque négative en Europe à cause de tout ça. Donc, on a quand même des sous-évaluations maintenant colossales. Donc, tout le marché ne réagira pas, parce que la guerre commerciale sera toujours présente, mais il peut quand même y avoir un petit sursaut des actions européennes quelque part dans le premier semestre prochain. Si on voit des petites lueurs d'espoir sur un arrêt des hostilités à court terme en Ukraine. Et les États-Unis, je pense qu'ils vont continuer à gonfler la bulle. Je pense qu'on est en train de gonfler une bulle, qu'elle est loin d'être arrivée à son sommet. On va être très vigilant là-dessus, mais pour l'instant, je pense que c'est toujours
Les mêmes moteurs qui poussent. D'accord, mais ça veut dire quand vous dites les mêmes moteurs américains, ça veut dire là on va avoir Nvidia demain soir, il faut rester sur la tech ou est-ce qu'il y a quand même l'idée, je sais pas, on a beaucoup parlé des small caps par exemple, est-ce qu'on veut jouer un peu les deux bouts du spectre? Il faudrait qu'on ait une croissance économique américaine qui soit dopée par les décisions politiques et on a vu que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc je pense qu'il y a eu un effet de rattrapage, que la sous-performance des small caps va peut-être diminuer. Hein. Mais je pense qu'en termes de capi et de choix, on n'a pas le choix. Et il faut rester aussi sur les grandes valeurs, bien entendu. Bon, et je crois qu'à ce titre-là, la publication d'NVIDIA demain soir sera quand même particulièrement importante. C'est au sein du secteur des semi-conducteurs, j'ai vu le SOX, donc l'indice sectoriel des semi-conducteurs américains, a marqué un pic le 10 juillet. C'est la seule qui monte depuis le 10 juillet. Absolument. Donc beaucoup, si ce n'est tout, repose sur les épaules de NVIDIA demain soir. Que ça puisse prendre 20% à la publication. Hein. La dernière publication n'avait pas été saluée par un plus 20. Non, effectivement. Non. Donc réponse demain soir, évidemment, pour ceux qui suivront NVIDIA. Et on en reparlera, évidemment, dès le lendemain dans Smart Bourse. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Genzi, Cholet, Dupont, Oudard, Hervé Amourda, ProBTP Finance et Léa Dunan-Châtelet, DNCA étaient nos invités en plateau. Merci.